Bonjour, bienvenue dans l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On est en novembre, les jours raccourcissent, vous êtes triste, nous sommes là pour éclaircir votre journée avec un épisode spécial sur les jeux de duel. Il adore les jeux de killer, il est toujours prêt à partir en guerre, c'est notre ingénieur en ludopédagogie, Damien Leroy. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, j'aime aussi les bombes atomiques. Oui, j'ai hésité à le dire. Il nous a fait l'honneur de nous apporter tous ces accessoires d'escrime et de boxe pour décorer le plateau. Jérôme Legris-Pagès, bonjour. Bonjour Florine, mais c'était peut-être pas pour ça en fait. Non, c'était bien pour ça. Est-ce qu'on va avoir une petite démonstration à la fin ? Ça dépend, j'ai un gant aussi prêt à être jeté. Le défi sera relevé. Et puis il est allé récemment au plus beau duel de ce mois-ci, c'est-à-dire Québec-France à Bruxelles pour la finale d'improvisation. Benoît Hélène, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et oui. Je me prête à l'exercice. Mais en fait, ça va être difficile parce que j'étais un peu à court de fun fact. Et ça pourrait être un fun fact en soi. Mais non, en fait, je me suis dit que sur le duel, c'est peut-être une introduction qui pourrait te plaire que de déclamer un petit texte, une petite fin de poème de Victor Hugo qu'il a écrit, Duel en juin, il s'appelle. Oh, très beau. Et j'aime bien sa fin. Victor Hugo parle. C'est pourquoi demain, réveillés, les faunes au bruit des rapières, derrière les buissons mouillés, ouvriront leurs vagues paupières. Et donc, je me suis dit, ça fait une petite introduction à Florine, le marchand la plus littéraire d'entre nous autour de la table. Je suis sensible à l'hommage, merci Jérôme. Je pense que tu ferais plus des poèmes que tu serais celle qui écrit les poèmes sur le duel plus que celle qui les... écoute, je vais y penser. Si j'arrive la semaine prochaine à revenir avec un petit haïku sur le duel. Mais merci. La bagarre, point. Alors, donc vous l'avez compris, nous vous retrouvons pour parler des jeux de duel, leurs applications pédagogiques, leurs échos aussi avec le contexte politique et social éventuellement. Et on commence tout de suite avec ta chronique, Jérôme, Ticket to Teach sur le duel. Alors, en ce mardi, jour des élections américaines, où la confrontation entre deux visions se joue à la dernière minute, et j'avais effectivement envie d'aborder un sujet tout aussi direct, les jeux de duel. Ces jeux où la victoire et la défaite sont implacables, où seul l'un des deux joueurs ou joueuses peut l'emporter. Ce thème fait un peu écho à notre chronique dernière sur la victoire et la défaite, car dans le duel, la tension monte d'un cran, il n'y a ni compromis, ni partage, seulement un affrontement en face à face. Alors le duel n'est effectivement pas qu'un simple concept abstrait pour moi. J'ai beaucoup pratiqué les jeux de duel, qu'ils soient de société comme les échecs, Magic, l'Assemblée, le Scrabble, que je joue uniquement 1 contre 1, ou Hearthstone, pour un jeu un peu plus e-sport. Donc qu'ils soient de jeux de société, mais qu'ils soient aussi jeux physiques, comme l'escrime, les arts martiaux, ou même le tennis de table, où j'aimais bien ce principe. Et d'ailleurs, je jouais beaucoup plus sur l'adversaire, je suis plus fort quand il y a un vrai adversaire et que j'arrive un peu à le décoder. Et ces confrontations directes créent justement un rapport intime avec cet adversaire. Et il y a une sorte de respect tacite, où l'autre n'est pas simplement un rival, on va le voir, mais un partenaire d'expérience. Alors d'ailleurs, je me fais un auto-fun fact. Lors du dernier duel judiciaire autorisé en France en 1386, un certain Jean de Carouge, en Normandie, donc, s'est battu contre un autre, certain Jacques Legris. Alors, voilà. Donc, on pourrait penser que c'est de ma famille, mais non, en fait, il n'y a pas de lien généalogique évident. Et aujourd'hui, donc, je vous rassure, je ne défierai personne à l'épée. Aujourd'hui. Alors, dans un jeu de duel, deux joueurs, un objectif commun et une seule victoire possible. Finalement, le concept est assez simple. Contrairement aux jeux multijoueurs où les alliances varient, le duel impose une interaction directe et intense. Certaines adaptations de jeux classiques comme Seven Wonders Duel, qui est pour moi une des meilleures adaptations, une des meilleures variantes qui existent de Seven Wonders. D'ailleurs, je préfère Seven Wonders Duel à Seven Wonders tout court. Agricola Terre d'élevage aussi, qui a un mode duel. Et bien ici, on ajoute des mécaniques de type tug of war ou draft, on pourra y revenir, et ces mécaniques de jeu créent une tension où chaque choix limite les possibilités de son adversaire. Et ça, c'est vraiment l'esprit du duel. D'autres jeux exploitent des contextes historiques, comme Twilight Struggle,
reprend l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest au XXe siècle, ou 1960, Kennedy contre Nixon, qui, je crois, est derrière moi. Et ici, chaque décision est un coup stratégique pour influencer le terrain de jeu. Et donc, on a ici un terrain de jeu qui est rendu aussi tendu que peut l'être finalement un vrai duel politique ou un duel de blocs, comme c'est l'était dans les années 60 et 70. D'autres jeux, il y a beaucoup de jeux de duel, hein, comme Mémoire 44, Battle Lore, Star Wars Rebellion. J'ai presque envie de dire même tous les jeux de Wargame, qui sont presque par essence des duels, des jeux à deux, même si parfois on peut faire des variantes à 4 ou des jeux un peu plus asymétriques. En tout cas, tous ces jeux-là, ils présentent des affrontements avec des objectifs qui impliquent stratégie et anticipation constante. Il faut savoir et il faut essayer de comprendre ce que veut faire son adversaire et déployer une stratégie adaptée. Enfin, il y a des purs jeux de duel qui ont été conçus parce que ça allait dans cette dynamique d'opposition, comme Mr. Jack, En Garde, Objection, voilà, dans des contextes très différents. Et ici, les jeux se concentrent sur une confrontation qui est directe, où on joue sur le bluff, on joue sur l'interprétation des intentions adverses. En résumé, quel que soit le jeu, le duel requiert une concentration totale sur l'autre. Et chaque mouvement, ça devient une épreuve de patience, d'endurance et une occasion de stratégie. Mais le duel, et c'est ça que j'aime bien, ce n'est pas qu'une mécanique. Il porte en lui une philosophie profonde, ce qu'on dirait un ethos. Il y a une réalité essentielle dans le principe du duel. Comme l'écrivait Nietzsche, la guerre rend honnête, elle contraint à vaincre ou à être vaincu. La guerre rend honnête, alors dit comme ça, on pourrait se dire... Mais j'aime bien ce principe-là qu'on retrouve dans le duel. Elle contraint à vaincre ou à être vaincu. Dans un duel, l'adversaire est un miroir. Il reflète nos stratégies, nos forces et, parfois, de façon douloureuse, nos faiblesses. Un autre philosophe, Emmanuel Levinas, désolé Vladimir, et donc j'aurai pas de Jean Kelevitch cette semaine, mais Emmanuel Levinas voit dans la rencontre avec l'autre, même en confrontation, une occasion qui va créer une obligation. Donc, il y a une responsabilité éthique. Ce face-à-face, il engage le respect de l'adversaire, il engage une dignité qu'on va partager, où la victoire ne doit pas humilier et la défaite ne doit pas détruire. Et j'aime bien cette idée de la confrontation qui nous oblige. Ça me fait penser aussi à ce code du Bushido, dans le code d'honneur des samouraïs, où l'honneur de l'autre compte autant que sa propre victoire. Alors, vous allez me dire, ok, mais en pédagogie, qu'en est-il ? Eh bien, intégrer des jeux de duel en pédagogie, ici, nous, enseignants et enseignantes, on peut en faire l'occasion d'une école de la résilience et du respect mutuel, justement. Le duel demande une analyse rapide, une anticipation des coups adverses, une adaptation constante. Ce sont des compétences qui me semblent tout à fait intéressantes, j'ai envie de dire, dans tout contexte. Quelque part, c'est de la résolution de problèmes. Et la défaite sans appel, bien évidemment, ça va apprendre aux étudiantes et aux étudiants que l'échec fait partie de leur progression. J'ai envie de dire, fait partie de leur progression naturelle. Cependant, il est essentiel d'encadrer cette expérience pour rappeler que l'adversaire est aussi un partenaire d'apprentissage et qu'il existe une valeur dans chaque défaite. Et c'est aussi important ici d'avoir des systèmes qui peuvent équilibrer les confrontations de duel. Donc, dans les échecs, on a un système Elo. Au golf, on a un système de handicap. Ça existe aussi d'ailleurs dans d'autres types de jeux. Et ces matching, donc ces équilibrages qu'on va avoir dans la constitution des oppositions, ça rend le défi plus juste, plus intéressant et donc pour nos participants, plus formateur. Et évidemment, si on l'utilise en contexte pédagogique, plus que d'autres modalités, ici, il faut investir du temps dans le débriefing. Le débriefing post-duel, il est indispensable. Ça va être le moment où on va faire retomber l'émotion et c'est là où on va pouvoir tirer les vraies leçons de la confrontation. Et de cette discussion, de ces réflexions, de ces analyses réflexives, eh bien, ça va permettre justement de transformer, de dépasser la victoire et l'échec et de faire de tout cela des opportunités de réflexion, d'amélioration. Et une fois de plus, comme pour ce que je disais la dernière fois sur défaite et victoire, des occasions de compréhension de soi. Alors, en conclusion, les jeux de duel, comme les duels eux-mêmes, nous apprennent à nous battre,
mais aussi à respecter, à dépasser nos limites et à valoriser l'adversaire pour ce qu'il nous enseigne. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'on fait un combat, que ce soit les arts martiaux, dans l'escrime, on salue et on remercie son adversaire de ce qu'il nous a permis d'apprendre. C'est peut-être pas des choses qu'on fait d'ailleurs si souvent que ça. Quand on fait un jeu à plusieurs et qu'on se retrouve à jouer, là, c'est un jeu à 2 ici, mais si on avait un jeu à plusieurs, souvent en fait on salue le vainqueur. Dans un jeu à 2, dans un jeu en duel, souvent il y a un échange presque plus naturel qui se fait, où on va bien jouer, belle partie. Alors, donc aujourd'hui, alors que, d'ailleurs on tremble un peu, alors que certains duels décident de l'avenir d'une nation et peut-être d'une planète, nos duels, nous en pédagogie, eux rappellent que l'adversaire n'est pas un ennemi, et il a une valeur et c'est une source de dépassement. Merci Jérôme pour ce que tu viens de nous apprendre. Et c'est une belle leçon aussi de remercier effectivement ses partenaires de jeu, y compris dans des jeux à plusieurs. J'ai l'impression que d'ailleurs vous avez tendance à le faire autour de la table. C'est-à-dire que sans les partenaires de jeu, il n'y a pas de jeu. Alors, tu as parlé des savoir-être qu'on développe grâce au duel, la résilience, la capacité d'adaptation, le respect de l'adversaire. Du coup, j'ai envie de vous entendre dès maintenant sur les applications pédagogiques que tu as commencé à évoquer des jeux de duel. Et notamment, peut-être les mettre aussi en relief avec les jeux coopératifs qu'on a tendance à beaucoup utiliser en contexte pédagogique. Qu'est-ce que le jeu de duel va apporter de différent ? Peut-être déjà dans son cadre, dans la méthodologie nous qu'on emploie au CEMU et les préconisations qu'on fait, on force ni contraint, mais on apprend à s'intéresser au profil motivationnel de joueurs. On parle beaucoup de la coopération, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et donc déjà proposer un jeu de duel, c'est une alternative intéressante pour s'ouvrir aussi à d'autres profils. La deuxième chose, pour les compétences disciplinaires, eh bien, les jeux historiques, donc comme les wargames, peuvent permettre de valider en fait des modèles, des stratégies, en les faisant jouer directement et soit les découvrir, soit les tester, aller peut-être à l'encontre d'un modèle ou d'une stratégie existante pour dire et si il ou elle avait fait ça à l'époque, qu'est-ce que ça aurait donné, et se rendre compte que l'issue aurait été complètement différente. Je pense également aux jeux d'argumentation où là, la piste de score va être intéressante parce qu'elle matérialise la progression vers la victoire et pour l'adversaire vers l'échec. Et bien d'aller dire, et là j'ai encore marqué un point. Donc voilà, on suscite encore peut-être un peu plus l'envie de battre son adversaire ou de construire une meilleure argumentation. Sur les mécaniques de duel, est-ce qu'elles peuvent apporter, Jérôme ? Oui, alors si je peux revenir bien sur... sûr. Non. Genre, c'est pas pour revenir, je reviens à la question précédente. En fait, je n'opposerai pas moi la coopération et la compétition qu'on a en duel parce que le duel, pour qu'il ait de la valeur et qu'on puisse y prendre du plaisir, il gagne à être perçu comme une forme de coopération. J'ai très peu de plaisir à faire des échecs avec des gens qui sont pas de mon niveau. Alors c'est pas par mépris, c'était pareil un peu à l'escrime. Des fois, quand je commençais l'escrime, il y avait des gens, ils voulaient pas tirer avec moi. Alors peut-être parce que j'étais pas sympa, mais je pense que c'était. Après, j'ai compris que c'était parce qu'en fait, tant qu'il y a un niveau technique et c'est pareil au tennis. Parce que pour avoir une belle partie, on s'appuie aussi sur l'adversaire qui va avoir les codes, qui va pouvoir aussi donner de la valeur à ce qu'on fait. Et l'opposition, si je fais un bras de fer contre une fourmi, oui, je vais gagner. Ouais. C'était un duel, mais j'espère ne pas prendre de plaisir. Je n'ai jamais fait de duel contre des fourmis. Mais bras de fer, j'en fais jamais d'ailleurs tout court. Mais voilà, vous voyez le principe. C'est et donc, pas assez stimulant. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la coopération. Et à l'inverse, dans des jeux de coopération, ou même des jeux qui ne sont pas sous un format duel, on a des fois des duels qui se mettent en place. Dans des jeux coopératifs narratifs, on a des fois des espèces de duels sous-tendus entre, tu dois connaître ça bien dans le théâtre et le théâtre d'improvisation, où quelque part, il y a on joue ensemble, mais un peu l'un contre l'autre, et puis on cherche à être un petit peu au-dessus de l'autre, à parler un peu davantage, d'avoir ces idées qui sont exposées, donc y compris dans une forme qui pourrait être mécaniquement dans de la coopération. C'est vraiment ça, on est en improvisation. En tous les cas, on est là au service de l'histoire, on est là pour construire une histoire, mais faut
tant qu'à être la personne qui construit le mieux l'histoire et qui en plus fait rire le public et empoche le point à la fin, bon bah voilà. Mais effectivement, il y a aussi en impro une histoire de niveau et c'est toujours agréable de se retrouver avec une équipe en face qui soit à peu près du même niveau que nous, quoi. Et tu as évoqué les mécaniques qui créent une tension, qui permettent de mettre en place ce duel, justement. Ce qu'on appelle le tug of war, le tir à la corde. Ça, c'est un peu cette base-là. Après, on a plein d'autres versions, mais donc ce principe-là, c'est qu'on est sur une piste identique et je cherche à amener l'adversaire. Alors, je suis en train de visualiser... Une corde. Pardon ? Une corde ? Non, oui, je visualisais Squid Game. Où le tug of war est assez violent parce qu'on les fait quand même tomber un peu dans le vide. Mais c'est ça le principe, vraiment. On cherche à amener l'adversaire et il n'y a pas d'issue. Tant qu'il n'y en a pas un qui a cédé, voilà. Et quelque part, ça, c'est des mécaniques qu'on retrouve très, très régulièrement dans ces jeux-là. C'est-à-dire que ce soit des ressources, que ce soit un parcours, que ce soit... le duel va faire que ce que j'ai, tu ne l'as pas. Par exemple, ça peut être dans l'espace. Dans Garde, là, c'est manifeste parce qu'on se déplace ici. Alors en plus, la simulation du jeu d'escrime. Dans Seven Wonders Duel aussi, il y a cette piste la pyramide, la piste de guerre. Puis la pyramide sur laquelle on progresse et qui fait que si on... ce sont des choix sur la pyramide, mais il y a Mais si je fais un choix, tu peux plus le faire. Non, c'est sûr. Mais je pensais plutôt à la piste de guerre où en fait, plus on avance, moins l'adversaire a de points. Et en plus, si on arrive à aller au bout, on déclenche une fin de partie immédiate. Alors le duel en contexte pédagogique peut peut-être poser la question aussi de comment ça va être reçu par les étudiants. Pour certains, ça peut être vécu comme un stress, comme une compétition un peu difficile à envisager. Comment, en tant qu'enseignant, on peut encadrer, gérer ça ? Je pense que ça se prépare, une fois de plus, avec... Il ne faut pas qu'il y ait la surprise d'arriver en disant « Et là, vous allez vous mettre 2 par 2 et il va y avoir une... » ça se prépare, expliquer ce qui va se passer, pourquoi on va le faire, à quoi ça va servir. Donc, d'être très clair sur ses intentions, je pense, par rapport à cela. Et puis, une fois de plus... d'indiquer que le résultat, l'issue importe moins que la démarche qu'on va essayer de mettre en place. Et on peut avoir donc une mécanique d'affrontement, mais derrière laquelle on n'a pas, on ne cherche pas la performance en tant que telle de l'un contre l'autre, et que c'est pas ça qu'on va archiver, et que c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir capitaliser. Celui qui apprendra le mieux sera pas celui qui aura forcément gagné. Donc c'est ça qu'il faut essayer à mon avis, de faire passer, de faire admettre à ces étudiants. Et justement, comment on fait passer ces valeurs-là à ces étudiants ? Est-ce que tout passe par le briefing et le débriefing ? Moi, je donne souvent un exemple. Alors, j'ai pas fait souvent des choses qui étaient avec des... Une fois, j'ai fait une chose catastrophique. J'ai fait une battle royale avec plein d'étudiants et à la fin, il n'y en avait plus qu'un. Donc ça, c'était pas une super... Oui, on l'a évoqué la semaine dernière. Et maintenant, alors, la fois dernière où j'avais fait des choses qui étaient un peu en affrontement, je leur ai rappelé une anecdote qui m'est arrivée dans un duel en escrime où c'était sur un tournoi et je me retrouve à jouer contre le maître d'armes du club qui accueillait. Donc, il avait son petit public et on était sur la piste numéro 1. Donc, c'était celle qui est devant, là, un peu plus grande. On a un tableau de marque. Et première touche, je lui fais une touche au pied, ce qui est un peu une humiliation à l'épée. Et donc, le public était là plutôt pour le soutenir, m'applaudit, le chambre un peu, et erreur de ma part, parce que je suis un peu, je ne sais pas si je l'ai vu, mais je peux être un peu taquin. Et donc, je joue un peu avec le public de la belle touche, voilà, de la belle touche que je viens de mettre, avec une certaine immodestie. La touche suivante, il est venu, et donc lui, il était assez énervé, et donc il a fait une double touche volontaire, là, on se touche tous les deux, et donc il a fait une grande flèche, donc il est venu en courant, et il m'a tapé ici, et il m'a cassé une côte, de fait. Alors je lui en ai un peu voulu, mais après, en fait, au final, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir réagi comme ça, parce que je pense que c'est ma réaction qui l'a trigger, comme disent, qui l'a énervé. Et en fait, c'est moi qui ai eu le comportement antisportif de base. Et bon,
Bon, après, sa réaction n'était pas terrible non plus, mais de fait, je n'avais pas spécialement le vouloir, vu que... et par rapport à la question... Tu donnais un exemple à tes étudiants. Et ben voilà, transmission de et je ces leur disais valeurs-là. c'était ça que je leur disais. C'est pour ça, voilà, je reviens sur les Vinas, je leur disais que ce type de choses fait que là, l'humiliation et la destruction, enfin l'humiliation dans la victoire, la destruction, la perception de la défaite, bah, ça, c'est important qu'il l'ait vraiment intégré quand on va jouer et de se dire, moi, j'ai fait ces erreurs-là. Et donc, de leur donner cette perspective que, bah, comme eux vont être joueurs, nous-mêmes, enseignants, formateurs, on a peut-être été joueurs et que on a connu des expériences qui ne sont pas forcément réussies. Et le but du jeu ici, c'est que ce soit une expérience qui soit réussie. Donc s'appuyer sur sa propre expérience et ses propres erreurs, c'est assez intéressant. Et est-ce qu'il y a des disciplines qui se prêtent particulièrement à utiliser ces mécaniques de duel dans le cadre de l'enseignement ? Est-ce que par exemple en histoire, on va être... Ça va être des jeux où ça va être plus intéressant de s'affronter dans une conquête du monde. Tous les wargames sont voilà. Je pense aussi aux techniques, aux enseignements techniques de communication. En science, on peut avoir des formes de battle qui peuvent s'organiser assez facilement, en langue aussi, ou quelque part, voilà, on peut challenger son adversaire sur du lexique, sur des problèmes, sur... En fait, ouais, ça peut être un bon moyen d'aller faire des séquences très courtes en fait, de jeux, de tests, de validation de connaissances sur un prétexte en fait, ludique. Donc, on peut facilement mettre une stratégie de gamification et pas de jeu sérieux sur des mécaniques de duel. D'ailleurs, je disais le principe du quiz avec une fiche, tu réponds bien ou tu réponds pas bien. Voilà, ça peut s'apparenter aussi à une mécanique de duel. Et celui qui a le plus de points à la fin. Et puis voilà, ça peut se mettre dans un grand amphi, on fait une pause en disant ok, voilà, vous posez 3 questions sur le cours à votre voisin, il vous en pose 3, puis on regarde qui a le plus de points. Et puis on va pas plus loin, mais et ça évite que 2 personnes soient sous les yeux de tout l'amphi. Très bien. J'allais juste dire, il y a Alain Dejoie qui est un improvisateur qui a conçu un spectacle qui s'appelle Le Chaos des mots, où c'est une battle de 2 écrivains en fait qui sont donc on projette ce que les gens tapent sur leur écran et on voit les 2 histoires se construire comme ça. Donc effectivement pour le côté lexical et le côté construction d'histoire, c'est le chaos des mots. Le chaos des mots. J'irai voir. Alors Benoît, ça tombe bien que tu interviennes puisqu'on se tourne vers toi pour l'épisode 2 de ta chronique L'œil de Benoît. Pour nous parler donc de la façon dont les jeux, le graphisme va imposer un placement. Oui, alors un duel, c'est quelque chose qui est très codifié. Il y a eu énormément de codes du duel. Je vais en citer un. Nouveau code du duel, histoire, législation, droit contemporain de Charles Duverger de Saint-Thomas en 1879. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, dans les différents codes de duel, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres codes de duel, donc ils se font des duels interposés. Duel de code de duel. C'est pas mal. Et dedans, ils déterminent par exemple les différentes offenses qui peuvent mener à un duel, le délai entre la provocation et le duel, les devoirs des adversaires avant le combat. C'est généralement 500 pages, un code de duel, donc c'est très complet. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est le déroulement du duel en lui-même. L'importance du terrain, l'importance du moment du duel. Ils disent, dans un duel à l'épée comme au pistolet, la première chose dont les témoins aient à se préoccuper sera le choix du terrain. Et donc, je propose un petit peu qu'on regarde comment les jeux de plateau qui proposent des duels nous proposent le terrain, en gros, et la position que les joueurs peuvent avoir. En commençant par le jeu En Garde dont tu parlais tout à l'heure, qui est quelque part derrière nous, qui est donc un jeu de combat, pour le coup d'épée, d'escrime. Le jeu impose une disposition, il y a clairement, les joueurs sont côte à côte, on a le texte qui est tourné vers les joueurs, et il y a même une version de luxe, je crois, où il y a une estrade et un décor derrière, on monte vraiment une scène, on monte un terrain de duel. Donc là, le jeu nous impose vraiment d'être côte à côte. Pardon. Le jeu Objection, lui, c'est une autre
forme d'arène, on va dire, de duel. C'est donc un tribunal. Mais pareil, il y a donc c'est un jeu qui va lui se jouer en face à face. On va avoir l'accusation et la défense qui vont se faire face. Mais en plus de ça, on va installer la scène. Dans les duels, on avait les témoins qui étaient là, qui étaient importants. On avait également l'équivalent du juge qui était le directeur de duel, je crois, ou je ne sais plus comment on appelait ça. On a donc les témoins qui vont être, les jurys pardon, qui vont être d'un côté, on va avoir les témoins de l'autre qu'on va appeler à la barre. Enfin, il y a vraiment toute une installation du plateau qui va se créer, une installation du terrain pour le duel. Dans le match du siècle, on va rejouer le match Spassky contre Fischer. Là, on prend les codes du jeu d'échecs, on est pareil en face à face, et on va avoir des cartes qui vont être asymétriques, si je ne me trompe pas. On va avoir, parce que en fonction des manches, on va jouer avec les blancs ou les noirs, et donc on va avoir des cartes qu'on va devoir jouer avec des blancs et des noirs. Cela dit, c'est ce que ça m'a fait bondir. Mais est-ce qu'en fait ils sont bleus ou rouges dans le jeu? Ils sont bleus ou rouges, et sur les cartes c'est noir et blanc. Ouais, c'est assez étrange. Mais bon, c'est pas. Le Jarnac. Le Jarnac, qui est un jeu de prise de lettres, où là on est obligé d'être côte à côte parce qu'on va jouer avec les lettres des autres. On va prendre les lettres de notre partenaire, enfin de notre adversaire, pardon. Et du coup, d'ailleurs, en donnant le coup de Jarnac, qui est une référence à l'estocade au jarret qui a été portée par Jarnac lors d'un duel contre la Châtaigneraie. Je vais un peu plus vite. Le cortège qui nous propose un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Et là, pour le coup, on est dans un affrontement, donc on se fait face à face. Mais rapidement, l'évolution du jeu, on va avoir une incursion pour le coup dans la zone de l'autre, va faire qu'on va commencer à se mettre en mouvement, à tourner autour du plateau. Donc c'est un face à face, mais rapidement, on va avoir le mouvement qui va se créer. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans les deux derniers exemples que je vais donner. On a Kennedy contre Nixon, qui nous impose un emplacement. On a la tasse de café de Kennedy d'un côté et la tasse de café de Nixon de l'autre, avec les emplacements pour... avec un peu de bourbon dedans. Avec un peu de bourbon, sans doute. Et on a le plateau des États-Unis au milieu. Donc clairement, c'est un jeu qui se fait face à face. Mais la carte des États-Unis, il y a tous les noms des comtés qui sont face à Kennedy. Et Nixon, il doit tout lire à l'envers. Donc c'est un jeu où ça incite à se mettre debout assez rapidement, en mouvement, et de tourner autour. Tout comme Star Wars Rebellion, on a le plateau là sur la table. Pareil, il y a les rebelles, là. Le 1, 2, 3 qui est tourné de chaque côté des joueurs. Donc voilà, mais le long des planètes est juste d'un côté. Et en plus de ça, on a du texte qui fait comme ça. Enfin voilà, on a du texte dans tous les sens sur ce plateau-là, ce qui incite vraiment à tourner autour pour pouvoir en profiter au maximum. Mais dans les faits, on tourne peu autour, cela dit. C'est vrai. On est feignant. mais donc on se démanche la tête comme ça. Il y a un côté un peu, justement, contrairement au duel, on dit bien qu'il faut une égalité, chercher l'égalité, la même quantité d'ombre et de lumière en fonction des personnes et tout ça. Bon, là, pour le coup, il y a clairement un avantage pour une personne que pour une autre. Mais ce qui pourrait s'expliquer narrativement dans ce cas-là, oui. Dans la mesure où on peut imaginer que pour les rebelles, il y a besoin de se dissimuler par rapport à l'Empire qui doit essayer de nous trouver. Et donc, il y a... Effectivement. Et juste pour terminer... il y a également, si on sort des jeux de plateau, il y a également des duels. Tout à l'heure, je parlais du chaos des mots, mais il y a des duels aussi de dessinateurs qui ont eu lieu dans les années 70. Dans l'émission du Tac au Tac, que vous pouvez retrouver sur l'INA, on a des petits dessinateurs, Maurice, Franquin, Peyo, Roba, Gottlieb, Uderzo, qui s'affrontent en dessinant leurs personnages fétiches. Donc, par exemple, Maurice dessine 3 Lucky Luke. Et derrière, on a chacun des dessinateurs qui va venir faire un piège à Lucky Luke. Il va le piéger. C'est vraiment un duel, un affrontement. Et derrière, Maurice aura un droit de réponse pour modifier le dessin et puis aller sauver son personnage. Et c'est assez intéressant à voir. Et pour terminer là-dessus, justement, là, on est maintenant avec le stylo. Et j'ai une citation de Jean-Paul Sartre qui dit que longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée. Il y a un peu ce côté... C'est beau. Côté combat. Et de nouveau, Jérôme, tu es concurrencé sur le terrain de la citation littéraire. Jean-Paul Sartre, ça va. Incitation au duel. Exactement.
Je plaide coupable. Merci Benoît. J'aime beaucoup que tu te sois appuyé sur les règles, les codes des duels. J'ai pas tout lu, j'avoue. Ça donne envie de s'y plonger dans ce manuel de 500 pages. Et super intéressant donc, cette réflexion sur le placement, sur la façon dont le matériel nous oblige. Je crois que Damien, ça t'a fait écho aussi sur les jeux d'adresse, d'agilité. Vas-y, parce qu'il y a aussi les jeux de cartes à collectionner, à mon avis. Oui, sur les jeux d'adresse ou d'agilité, où en fait, le plateau en fait, va se retrouver en mouvement aussi quand le déséquilibre se crée, justement, où là, on est vraiment obligé d'être face à face et le plateau va tomber d'un côté ou de l'autre, par exemple. Ouais, il y a aussi l'exemple des jeux de cartes à jouer, forcément, type Magic ou Pokémon, où là, vraiment, la configuration du plateau fait qu'on est face à son adversaire et le plateau même peut être fait en longueur de manière à ce que l'adversaire voit mal, en fait, aussi le texte de la carte. Et là, le plateau est codifié et on va pas pouvoir dire non, mais je joue là. En fait, on joue avec le plateau et on a une distance réglementaire. On peut penser au petit paravent aussi dans Rear Window, par exemple, qui oppose le director au spectateur et qui sont aussi des façons de créer une opposition. C'était une des interrogations que vous aviez eues, je ne sais plus qui, par rapport à la définition de duel. Je crois que c'était qu'on était tous les deux en train de chercher avec en disant, mais est-ce qu'un duel, ça peut pas être un contre tous ou un deux contre deux équipes. Oui, tout à fait. Alors moi, je le voyais vraiment sur ce principe. Contre un. Alors, je n'ai pas cherché spécifiquement l'étymologie, mais j'ai envie de le ramener sur le côté duo, et de se dire, mais par extension, c'est pas faux, effectivement, un contre. Oui, parce que dans Rear Window, effectivement, on est 2 contre 1, il me semble. Ouais. Ou je crois qu'on peut mettre à 3, non ? Possible. Donc Arthur et un contre 4, nous dit 1 contre 4. Okay, merci. Je voulais revenir aussi sur les jeux type Seven Wonders Duel, où l'attitude en fait est importante quand on est en duel. Et est-ce qu'on cherche à écraser en fait son adversaire à tout prix ? Et dans ce cas-là, quand on a plusieurs façons de gagner, on va se concentrer sur une absolument. Alors, je pense de nouveau à la piste de guerre. On va faire avancer. En fait, elle est assez piégeante en fait pour l'adversaire, mais aussi pour soi, parce que si on s'obstine justement à faire ça absolument, on va perdre à tout autre niveau, et ça veut dire qu'on va provoquer des chances de victoire qui sont très minces et donc uniquement bâties sur l'aléa des cartes en fait qu'on va avoir, puisque en fonction des âges, on n'a pas toutes les cartes de disposer. Donc on va faire une prédiction sur le nombre de cartes rouges qu'on va peut-être avoir pour peut-être mener au score son adversaire, alors qu'en fait, c'est un jeu où il faut prendre du recul et plutôt être dans une stratégie de compter, d'anticipation, de planification, et plutôt sur la gestion d'un tableau de bord, parce qu'en fait, ça se présente comme un tableau de bord, on voit bien l'ensemble des éléments de son adversaire, alors que justement, si on se met dans une attitude d'opposition stricte et sur un seul des curseurs qui nous est proposé, on passe à côté du jeu, en fait. Et je trouvais que justement, c'était l'attitude de duel en tant que peut-être mise à mort sur un des curseurs ou collectionner toutes les cartes vertes à tout prix alors qu'il y a peu de chances de toutes les avoir, où il suffit que l'adversaire en prenne une et dise en fait voilà, ta stratégie est terminée. C'était un peu on pouvait passer à côté d'un jeu de duel en fait. Alors il y a quelque chose qu'on n'aura pas le temps d'explorer parce que mais il y a une dimension psychologique forte au duel, parce qu'il y a portée cinématographique, il y a dans les films de samouraï, les films de cow-boy, qui ont largement mis en scène tout cela, mais on a aussi cette intensité dramatique qui peut justement vraiment paralyser les joueurs, l'un ou l'autre, ou joueuses. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu avoir à l'esprit et qu'il faut un peu accompagner positivement, parce que en psychologie justement le duel a un sens, justement cette confrontation où il n'y a pas l'angle mort d'être à plusieurs. On joue à 3, je peux être un peu en retrait. On fait un jeu coopératif à 2, je peux te laisser un peu faire. Dans le duel en fait, cette dimension où on est par nécessité investi, elle est importante. Et puis moi cette dimension, une fois de plus, où
quand on regarde des tournois d'échecs, et c'est toujours amusant de voir ce moment où il lâche un peu le regard du plateau pour aller regarder l'adversaire. Et j'adore ces moments-là. Pour se dire, et donc des fois on va voir, c'est bon, est-ce il a peur là, il a compris qu'il avait perdu, ou mince, mince, voilà, mince, il a pas peur en fait. Et donc et ça c'est, enfin j'aime bien ça, ce moment où on se connecte vraiment, enfin et puis le jeu prend sa valeur. Enfin le jeu c'est pas une fin en soi, le jeu surtout en pédagogie, hein, c'est vraiment un marchepied, c'est un outil, c'est un chemin. Mais l'objectif, c'est la progression. Et c'est là où, avec l'autre... Pour le coup, c'est l'occasion d'être sûr de bien faire participer tout le monde aussi pédagogiquement. Si on fait des équipes, comme tu le disais, ça ne fonctionne pas. Et on peut rythmer en fait une séance en alternant les phases pour qu'une personne ne soit pas systématiquement avec la même personne. Alors, puisqu'on a pas mal parlé d'éthique et de responsabilité, j'ai une dernière question avant de vous proposer un petit jeu rapide, si ça vous va. Qu'est-ce que les jeux de duel peuvent nous apprendre des affrontements dans notre société? Tu as évoqué évidemment l'élection d'aujourd'hui. Il faut être sûr de gagner pour démarrer une guerre. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis ton... Non, c'est pas ça. Ça marche pas. Est-ce qu'il y a un enseignement qui est aussi qui sort de la salle de classe et qui nous renseigne? Pour revenir sur la plume et l'épée, les académiciens, ils reçoivent une épée. Et c'est une dernière catégorie de personnes à pouvoir qui ont le droit du port d'armes. Et donc on reçoit, quand ça m'arrivera, j'en prendrai une belle. Quand on arrive à l'académie, je sais pas, il y aura peut-être une sur le jeu. Là, on te le souhaite. Moi aussi, je me souhaite. Je ne me fixe plus de limite. Là. Quand je vois que Trump est possiblement réélu, je me dis, bon voilà, on vit dans un monde où tout est permis. Et donc, voilà, donc il y a ce côté de... On donne l'épée. Et en fait, ça, c'est quelque chose, justement, dans l'analyse de la façon dont se construisent les duels et le respect qui existe de moins en moins. Donc, la violence des débats politiques, la violence des débats idéologiques qu'on peut avoir, justement, sont beaucoup moins marqués de cette dimension qui marque le duel. Comment dire, les valeurs de l'escrime, là, ces trois mots, c'est courage, honneur et respect. Et donc, il n'y a pas que l'escrime, hein, on l'a un peu dans tous les sports de combat, on a un peu ça. Et en fait, c'est dommage de voir que dans les affrontements qu'on peut avoir et la résolution des conflits qu'on peut avoir d'une personne à une autre, dans la société publique en particulier, justement, ne se nourrissent pas ce type de valeurs. Et justement, travailler à l'échelle à laquelle on se trouve dans notre contexte éducatif, de sa classe, de son groupe, sur le fait que échanger, débattre, ne pas être d'accord, c'est une occasion de pouvoir avancer, progresser. Et ça serait bien si on avait des formes de consensus intelligents qui pouvaient se mettre en place quand on débat. Et donc, on devrait faire une éducation au duel. Une éducation au duel. Une éducation au duel. Belle proposition. Ouais, et je rajouterais également le fait que c'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit nécessairement en fait demander de nouveau une revanche, puisque en fait dans la défaite on peut autant apprendre, et que l'attitude dans laquelle on va être au moment où on a perdu, de comprendre pourquoi on a perdu, qu'est-ce que l'adversaire a fait qui lui a permis de se retrouver en situation de victoire, en fait, est déjà une situation d'apprentissage. En fait, l'expérience peut s'arrêter là. Alors de nouveau à condition qu'elle soit débriefée dans ce sens, mais une défaite n'appelle pas une revanche. On va aller dire ça à Trump. Non, mais une défaite aussi, l'expérience a été bonne. Non, mais de fait, il considère ne pas avoir perdu la première fois, donc c'est compliqué. Benoît, un mantra à suivre. Tu n'es pas obligé. On peut s'en tenir là. Non, il y a également des batailles de piano. Voilà. ça existe. C'était Chili Gonzalez contre Jean-François Zigel. Et vous pouvez trouver la vidéo facilement, je crois. Donc deux personnes assez costauds pour lancer des pianos. C'est... Exactement.
Tenez-vous-en à l'expérience. Ton conseil qui était très bon, c'était une éducation au duel. Et puis, faites des batailles de piano plutôt qu'autre chose. Ce sera très bien. Merci, messieurs. Alors, si on n'a pas de questions spécifiques dans le chat, j'ai une petite proposition de jeu rapide. Benoît, tu nous invitais à reprendre un petit jeu qu'on avait commencé l'année dernière et qui consiste, je le rappelle pour les gens qui nous rejoindraient cette saison, on a une base de données de jeux qui est disponible en open access sur OCF où on a donc recensé les jeux auxquels on joue et à chaque fois on fait une fiche d'analyse de jeu qui donne donc les compétences qui sont mobilisées, les mécaniques qui sont donc notamment très utiles en contexte d'enseignement. Donc je vous propose de vous donner une compétence, une mécanique et de vous demander à quel jeu je fais référence. Parfois évidemment plusieurs jeux ça peut vous évoquer plusieurs jeux, mais je pourrais vous donner des indices. Donc je suis allée chercher évidemment du côté des jeux avec une mécanique de compétition et puis qu'on a associé souvent à un profil de killer, donc de joueur qui aimait agresser les autres. Donc là, mieux regarder. C'est pas forcément une agression, mais elle est embêtée les autres. Quand on lance une bombe atomique, c'est agressif. Oui. Non, mais voilà, c'est interaction avec les autres joueurs dans un but de les dominer. De les dominer. Ouais, dans le sens. Très bien. Donc la compétence en question, élaborer une stratégie en tenant compte d'objectifs divergents et des forces et faiblesses des différents partis. J'écoutais pas parce que comme ta fiche est à l'envers. Oui. Donc, moi je dirais Pax Pamir. C'était quoi la compétence, pardon ? Voilà. Élaborer une stratégie en tenant compte d'objectifs divergents et des forces et faiblesses des différents partis. Ah oui. Il y a un peu Pax Pamir dans cette guerre d'Afghanistan. Moi, je mettrais bien aussi Twilight Imperium parce que c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup. Dans les faits, ça fonctionne. Alors, effectivement, on est sur une mécanique asymétrique. Et je vais accorder le point à Benoît, puisque c'était pas Pax Pamir auquel je pensais, c'était Root, Root et Hégémonie. un avatar de Pax Pamir. Hégémonie, qui d'ailleurs a un contexte politique particulièrement intéressant, donc jeu asymétrique également. Une dernière, donc, point à Benoît. La deuxième, simuler un assemblage de fusées, c'est un peu plus précis, dans un contexte politique de conquête spatiale. High Frontier for All ? Ce n'est pas High Frontier for All auquel je pensais, même si ça fonctionne. C'est quoi C'est un jeu de 2021, asymétrique également. Construire une fusée ? Un assemblage de fusées dans un contexte politique de conquête spatiale. Je vois la jaquette. Un jeu de Serge Matsumoto. Oui. Boîte bleue, bleu et blanche. Tout à fait. Ouais. Enfin, bleu et très blanc. Mais c'est pas le nom, ça. La boîte bleue avec un trait. Bon, vous l'avez, c'est apogée. Félicitations. Voilà. Merci Nicolas. Moi, je voyais en fait, notre adaptation de Laboratoria. Ouais. Non, je confesse, en bon tricheur, on me l'a soufflé dans l'oreille. Donc Nicolas, notre game designer qui est en coulisses, a le point. Félicitations, un point Nicolas, un point Benoît. Et donc partagé avec Damien. On verra la semaine prochaine, Jérôme, pour la revanche. Écoutez, n'oublions pas que ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. Merci à vous, merci à Arthur en régie. Au passage, il nous a tenu à nous rappeler qu'il avait toujours gagné ses duels sur Bloodborne. Et on le félicite pour ça. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de collection. Donc ne loupez pas cet épisode, ça va être passionnant. Peut-être qu'on aura la collection hiver-automne. Automne-hiver. On aura la collection automne-hiver de la dernière série Pokémon sortie. Peut-être. C'est noté, on attendra ça. Retrouvez-nous donc sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen pour voir tous nos replays saison 1, saison 2. Et on se retrouve la semaine prochaine à 13h30 pour le nouvel épisode. Bonne semaine à tous. Merci. À bientôt.